Merci pour l'introduction et merci beaucoup de m'accueillir à ce colloque. Comme Jacques Jobert vient de le dire, je suis doctorante ici au Collège de France dans la chaire de paléoanthropologie sous la direction du professeur Hublin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes résultats de thèse qui consiste à combiner la paléoprotéomique, l'archéozoologie et la taphonomie pour étudier les comportements de cannibalisme des Néandertaliens. Donc, ça a déjà été présenté, mais en guise d'introduction, pour rappel, les Néandertaliens sont une espèce qu'on retrouve en Eurasie. On a beaucoup de sites, notamment en Europe occidentale, et c'est la région sur laquelle je vais me concentrer. Les Néandertaliens sont une des espèces humaines les mieux connues, notamment leur morphologie due au grand nombre de restes qui ont été retrouvés. Et on les connaît aussi via leur patrimoine génétique, puisque leur ADN a été séquencé et a notamment permis de montrer qu'ils s'étaient mélangés avec des hommes modernes. Mais les Néandertaliens, on les connaît aussi pour à travers leur alimentation et leurs pratiques de subsistance, ainsi que la faune qui vivait dans l'environnement. Donc l'alimentation des Néandertaliens, d'après les vestiges archéologiques, elle est essentiellement basée sur la consommation de viande. On retrouve généralement dans ces sites européens néandertaliens 3 principaux groupes de taxons. On a souvent des cervidés, plutôt du renne en climat froid, plutôt du cerf en climat tempéré. On retrouve des grands bovidés et des équidés. Et on sait donc que ces animaux ont été chassés et consommés par les Néandertaliens, puisqu'on retrouve des traces de découpe et de boucherie sur les restes squelettiques de ces différents taxons. Concernant le cannibalisme, donc ça a déjà été évoqué, c'est une pratique qui est connue pour les Néandertaliens, qu'on retrouve dans plusieurs sites, et qui est aussi connue pour d'autres espèces humaines. Mais dans les contextes paléolithiques, c'est toujours un petit peu difficile à identifier, à reconnaître et à définir. Mais un certain nombre de chercheurs ont mis en place des critères qui permettent aujourd'hui de discuter la reconnaissance de ce comportement. Ici, c'est seulement quelques critères qui sont utilisés. On retrouve par exemple l'abondance de fragments crâniens, une absence relative des vertèbres humaines. On a des contextes dépositionnels similaires entre la faune et les humains. Et je dirais les principaux critères, en fait, sont la présence de traces de boucherie sur des restes humains qui sont comparables à ce qu'on retrouve sur la faune dans les mêmes niveaux d'occupation. Et parfois, dans certains sites, on a aussi des formes d'os qui ont été cuits ou cuisinés, mais c'est plutôt rare en contexte paléolithique. Et donc là, je vous ai mis 2 exemples de sites français, les Pradelles et la Brimoula, où des restes humains ont été retrouvés avec des traces de boucherie et ont permis de parler de cannibalisme. Et c'est des sites dont j'ai pu réétudier une partie du matériel et que je vais présenter plus en détail par la suite. Mais donc, comme vous le voyez bien, la reconnaissance du cannibalisme dépend de la découverte de restes humains qu'on peut identifier et de faune. Malheureusement, dans les sites paléolithiques, la plupart du matériel qu'on retrouve ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire des fragments pas vraiment identifiables taxonomiquement, parfois même pas au niveau squelettique. Et pourtant, ils constituent la grande majorité du matériel qu'on retrouve la plupart du temps. Et ils portent aussi des informations importantes sur la composition phonique du site, sur les comportements de boucherie et de fragmentation aussi sur ces ossements. Et donc, ils ont des informations sur les comportements de subsistance des Néandertaliens. Mais sans l'identification, c'est un peu difficile de les étudier. Heureusement, depuis quelques années maintenant, une nouvelle méthode se développe. Donc, c'est la zooarchéologie par spectrométrie de masse, ZOOMS pour faire court, et qui en fait se base sur la préservation de la protéine de collagène dans les ossements pour identifier ces fragments. Donc très brièvement, on extrait le collagène de ces fragments osseux, on le découpe en morceaux qui sont des peptides, et on va mesurer la masse de ces peptides à l'aide de spectrométrie de masse. Et en fait, ces peptides vont présenter des variations de masse selon les taxons. Et donc, en observant ces variations, on arrive à dire que tel fragment correspond à tel taxon. Et donc, c'est la méthode que j'ai utilisée pendant ma thèse. Et en complément de ça, j'ai aussi fait une analyse taphonomique. Donc, ça a déjà été présenté par Noémie. Pour mon analyse, je me suis essentiellement concentrée sur les modifications humaines, donc toutes les traces de boucherie, avec notamment des traces de découpe, la fracturation des os longs pour récupérer la moelle.
Mais j'ai aussi regardé donc, les traces laissées par les rongeurs, comme le mâchonnement, et aussi les traces laissées par les carnivores. Donc on retrouve notamment des traces de dents ou des os digérés. Et enfin, j'ai aussi regardé quelques processus plus géologiques, comme les dépôts de manganèse, par exemple, sur la surface des ossements. Donc pour résumer mon projet de recherche, l'objectif était d'avoir cette approche multidisciplinaire pour réétudier des sites néandertaliens où le cannibalisme avait été précédemment identifié. Et l'objectif était de discuter cette notion de similarité de traitement entre la faune et les humains qui est utilisée pour parler du cannibalisme. Et c'est aussi de montrer qu'avec cette approche multidisciplinaire, c'est possible de réétudier des collections de musées qui, avec les méthodes plus traditionnelles, ne pouvaient pas forcément être étudiées autant en profondeur. Donc je vais commencer par vous présenter mon travail sur l'abri moula, car c'est l'occupation la plus ancienne que j'étudie, datée autour de 100 000 ans avant notre ère. Donc l'abri moula, c'est une grotte située en Ardèche, le long de la vallée du Rhône, avec une très longue stratigraphie, mais donc je m'intéresse au niveau surligné en rouge ici, dans lequel de nombreux restes de néandertaliens ont été découverts, et une grande partie portait des traces de découpe, des traces de boucherie similaires à ce qui était retrouvé sur la faune dans le même site. Donc la méthode mise en place, c'est que j'ai sélectionné une grosse partie du matériel qui ne pouvait pas être identifié morphologiquement pour appliquer Zooms et l'identifier. Et ensuite, j'ai regardé la taphonomie sur ce matériel, mais également sur le matériel qui avait été identifié morphologiquement, afin de comparer l'ensemble tout en limitant la variabilité interobservateur. Et l'idée est d'étudier donc le comportement de subsistance des néandertaliens, incluant le cannibalisme sur ce site. Donc les résultats d'identification Zooms sont très bons, puisque 85% de l'assemblage a pu être identifié. Donc malgré l'ancienneté de l'occupation, la préservation du collagène était très bonne et m'a permis d'obtenir ces identifications. Le taxon dominant est le cerf, puisqu'à l'abri moula, on est en climat plutôt tempéré, forestier, donc c'est assez cohérent avec ce qui avait été identifié morphologiquement. Et parmi donc, ces nombreux fragments que j'ai analysés avec Zooms, il y avait en fait 48 fragments humains. On sait que dans ce contexte, ça peut être que du néandertal, donc 48 nouveaux restes néandertaliens qui étaient en fait complètement cachés dans ces esquilles osseuses. Et ensuite, j'ai également identifié un certain nombre de carnivores, du loup, de l'ours, des carnivores assez communs et qu'on connaissait pour cette occupation. Et ensuite, l'objectif, c'est donc de comparer les identifications obtenues avec Zooms et par la morphologie. Tout d'abord, à l'abri moula, on retrouve avec les deux méthodes les mêmes groupes taxonomiques, donc ça montre un ensemble assez cohérent, mais on voit que selon la méthode utilisée, la proportion de représentation de ces différents taxons varie. On a notamment plus de bovidés qui apparaissent dans l'assemblage Zooms, et ça permet donc de discuter les différents processus de fragmentation des différents animaux retrouvés sur le site. Maintenant, je voulais vous montrer, donc, parmi les 48 restes humains que j'ai identifiés, en voilà un petit échantillon, donc ce sont les mieux préservés. Donc vous voyez qu'on a quand même une vertèbre qui est assez bien préservée, mais sinon c'est essentiellement des fragments d'os longs, difficilement identifiables morphologiquement, d'où l'intérêt d'avoir utilisé Zooms. Et donc, ensuite, j'ai voulu comparer les profils squelettiques, tout d'abord entre ce qui a été identifié morphologiquement et avec Zooms. Donc, Zooms est vraiment complémentaire de la morphologie, puisque généralement, on va essentiellement identifier des fragments d'os longs, puisque quand ils sont fragmentés, ils n'ont plus de critères morphologiques qui permettent de les identifier. Donc, en ce sens, les deux méthodes sont vraiment complémentaires et permettent d'avoir des identifications de l'ensemble des parties du squelette retrouvées sur le site. Mais ensuite, dans le contexte du cannibalisme, j'ai voulu comparer les profils squelettiques du cerf, le taxon dominant, et des humains, puisqu'on attendrait à ce que ce soit relativement similaire dans un contexte où ils auraient été traités de la même manière. Mais toutefois, j'observe une différence au niveau des fragments crâniens. On voit que peu importe la méthode d'identification, on retrouve plus de fragments crâniens humains que ce qu'on observe pour le renne, ce qui est assez intéressant et qui pourrait souligner des différences de fragmentation des deux taxons.
Ensuite, j'ai aussi regardé donc la taphonomie et je vais vous présenter là les résultats pour les modifications humaines, puisque c'est ce qui est intéressant pour discuter du cannibalisme. Donc sur l'ensemble de l'assemblage, elles sont assez abondantes. 25% des restes ont des traces de boucherie. Et elles sont aussi retrouvées sur la plupart des taxons identifiés dans le site, donc le cerf, d'autres herbivores, les humains, mais aussi des carnivores, ce qui montre que les Néandertaliens ont exploité une faune assez variée et ne se sont pas limités à l'exploitation d'herbivores ou d'humains sur le site. Et donc là, je vous présente, parmi les 48 restes humains identifiés avec Zooms, 4 d'entre eux avaient des traces de modification humaine. Le A, C et D ont des traces de découpe, et le B a une trace d'impact lié à la fracturation de l'os long, probablement pour récupérer la moelle. Donc là, c'est de nouveaux témoignages assez directs du traitement de boucherie effectué sur les Néandertaliens à l'abri Moula. Donc ensuite, comme j'avais les profils squelettiques et les traces et les modifications humaines, j'ai voulu comparer leur distribution sur les éléments squelettiques entre le cerf et les humains, de nouveau avec l'idée de discuter cette similarité de traitement qu'on attend dans un site où il y a eu du cannibalisme. Et de la même façon qu'on observait une différence de fragmentation du crâne, on observe aussi une différence dans la proportion des modifications humaines retrouvées sur les fragments crâniens humains. Donc, évidemment, ce n'est pas la même échelle, puisqu'on n'a pas le même nombre d'échantillons, mais ce qu'on voit, c'est que les fragments crâniens humains semblent plus fragmentés, et ils portent aussi plus de modifications humaines, donc ce serait possible d'imaginer qu'en fait, cette surfragmentation est liée à une activité anthropique. Enfin, comme j'utilise le collagène pour identifier ces ossements, une autre chose que je regarde et qui m'apporte plutôt des informations sur le contexte dépositionnel des différents taxons, c'est la dégradation du collagène. On sait que le collagène se dégrade avec le temps, mais que différents facteurs liés au contexte peuvent aussi influencer sa dégradation, ce qui peut signifier que si on n'a pas une dégradation similaire, potentiellement les animaux ou les humains ont été déposés dans des contextes qui ont pu varier. Et ici, c'est le cas, on voit qu'en fait, les humains, le renne et les bovidés ont plutôt un collagène bien préservé, comparé à l'autre extrémité où on retrouve de l'ours et du chevreuil, qui ont un collagène un peu plus dégradé, ce qui peut signifier que, malgré le fait qu'on soit dans un même niveau stratigraphique, on peut être sur des contextes de déposition différents pour ces différents taxons. Voilà pour l'abri Moula. Maintenant, je vais vous parler du site des Pradelles, qui est un autre site français situé en Charente. Donc, c'est aussi une occupation néandertalienne, mais plus récente, datée autour de 55 000 ans. Et donc, dans les niveaux 2 à 4, des restes néandertaliens ont aussi été retrouvés, avec des traces de boucherie similaires à ce qui est observé sur la faune dans le même site. Donc, la méthode d'analyse est un petit peu différente au Pradelles, puisque on s'est adapté aux méthodes, à l'histoire de fouille du site. Le site a d'abord été fouillé dans les années 70 par Bernard van der Merch et a permis la mise au jour d'un très grand nombre d'esquilles qui ne pouvaient pas être identifiées morphologiquement. Donc, ce sont ces esquilles, j'ai sélectionné une partie de ces esquilles pour mon analyse Zooms, et j'ai regardé aussi la taphonomie sur ces esquilles. Mais le site a été plus récemment fouillé dans les années 2000-2010 par Bruno Moreil et Alan Mann. Et c'était une fouille plus fine qui a notamment mis en place le tamisage du sédiment, qui a permis la récolte de matériel beaucoup plus petit, beaucoup plus fragmentaire, et notamment des parties spongieuses des ossements qui sont plutôt rares sur le site, et notamment pour les humains. Donc l'objectif pour cette collection, c'était vraiment d'étudier le matériel issu de ces refus de tamis, en ciblant particulièrement le matériel spongieux, qui nous posait beaucoup de questions sur le traitement des humains. Et donc j'ai fait du zoom sur ce matériel-là. Voici les résultats d'analyse. De nouveau, la préservation du collagène est excellente au Pradelles. 99% du matériel a pu être identifié. Le taxon dominant ici, c'est le renne. Donc on est dans une période, une occupation plus récente en climat froid. Donc on a beaucoup de rennes.
Et donc, parmi cet assemblage, 5 restes humains ont aussi été identifiés. Et on sait aussi que dans ce contexte des pradels, il peut s'agir que de restes néandertaliens. Et ensuite, quelques carnivores ont aussi été identifiés. Morphologiquement, plus de variétés de carnivores avaient été identifiées, mais avec Zooms, on retrouve que du loup et du lion des cavernes. Et enfin, de la même manière qu'à la Brimoula, l'objectif, c'est ensuite de comparer les différents résultats d'identification selon les méthodes. Et ce qui est très intéressant au Pradel, en fait, c'est qu'on a les identifications morphologiques faites sur le matériel des fouilles de Bernard van der Merch et sur le matériel de la collection Moreyman, et on a Zooms, et en fait, ces 3 assemblages montrent des choses assez différentes. Dans l'ensemble, on retrouve les mêmes taxons, mais les proportions sont très variables, et ça se voit notamment au niveau du renne. Dans la collection Moreyman, il est très, très, très dominant. Avec Zoom, c'est un peu moins le cas, et dans la collection Van der Merch, c'est encore moins le cas. Et en fait, c'est important pour comprendre le comportement de subsistance des Néandertaliens. Ces proportions peuvent en fait changer notre interprétation, et le fait d'avoir les 3 ici permet vraiment d'avoir une compréhension un peu plus globale des taxons retrouvés et de leur état de fragmentation aussi sur le site. Je vous présente donc les 5 restes humains qui ont été identifiés avec Zooms. Ils proviennent tous de la collection Van der Merch, donc aucun reste humain n'a été identifié dans les refus de tamis de la collection Moreyman. Le reste, donc il y a la vue antérieure et postérieure. Le fragment A est un fragment crânien et les autres, a priori, sont plutôt des fragments d'os long. Et donc, si sur le site, j'ai aussi regardé les modifications humaines, les traces de boucherie, il y en a beaucoup sur la faune, 26%, un peu comme à la Brimoula. En revanche, les restes humains identifiés avec Zooms, ici, ne portent pas de modifications humaines. Donc, ça n'a pas permis d'apporter un nouveau témoignage direct du travail de boucherie sur ces humains, mais le fait de quand même retrouver ces humains mélangés à la faune nous suggère quand même qu'ils ont été très fragmentés sur le site. Et enfin, pour parler des comportements de subsistance de façon plus générale, au-delà du cannibalisme sur le site, un spécimen que je trouvais intéressant, c'est cet os, donc un fragment d'os long, qui a été identifié comme Panthera, donc probablement du lion des cavernes, avec Zooms. Et il a aussi des traces de fracturation, donc c'est de la fracturation avec outils, probablement pour récupérer la moelle. Donc on voit, comme à la Brimoula, que les Néandertaliens n'ont pas seulement exploité des herbivores ou des humains, mais ils ont aussi exploité des carnivores, montrant qu'ils avaient un comportement de subsistance assez varié, assez large, et qu'ils ont su exploiter la différente faune qui était dans leur environnement. Donc j'ai aussi regardé la dégradation du collagène au Pradel. Et donc là, je l'ai comparé selon différents facteurs, pas seulement l'identification. Tout d'abord, on voit qu'entre les 2 collections, Van der Merch et Moreyman, on n'a pas de différence, ce qui semble souligner qu'on est bien sur un même assemblage. Au niveau des taxons, donc en B, il n'y a pas de différence statistique, même si on peut voir visuellement que les humains semblent avoir de nouveau un collagène un petit peu mieux préservé, mais ce n'est pas significatif statistiquement. Ensuite, pour les différents faciès ou niveaux qui avaient été identifiés, on n'a pas de différence, donc on semble être dans un ensemble aussi relativement cohérent. La seule différence observée est au niveau des tissus osseux. Les os avec du tissu cortical ont généralement le collagène un peu mieux préservé que les os avec le tissu spongieux. Et c'est un phénomène qui est connu pour la préservation du collagène et qui est confirmé ici avec ces données. Voilà. Et donc, le 3e site que je voulais vous présenter, là, je vais être plus brève, car c'est un site qui est en reprise de fouilles. Donc, c'est le site de Tourtoirac, qui est aussi une grotte située en Dordogne, et donc qui a été fouillée anciennement. Et la reprise de fouilles dirigée par Luc Doyon, de l'Université de Bordeaux, a repris il y a seulement quelques années. Donc, mais cette reprise de fouilles a permis l'identification déjà de nouveaux restes néandertaliens, et certains de ces restes ont également des traces de boucherie qui ont été mises en évidence. Et donc, j'ai eu accès au matériel qui n'a pas été identifié morphologiquement pour faire le même type d'analyse. Donc, la quantité de matériel est donc beaucoup plus faible, puisqu'évidemment, on est sur une reprise de fouille, il y a encore une zone assez petite qui a été fouillée.
On retrouve comme au Pradel essentiellement du renne, donc on est de nouveau dans une occupation durant une période plutôt froide. Et donc, malgré un assemblage plus petit que mes analyses pour l'abri moula ou les Pradel, il y a quand même des restes humains qui ont été mis en évidence dans ces esquis non identifiés morphologiquement. Donc 4 restes, et on est aussi dans un contexte néandertalien, donc on sait que c'est du Néandertal. Et de nouveau, quelques carnivores avec du loup et de la hyène, ce qui est aussi cohérent avec ce qui a été observé sur les restes identifiés morphologiquement. Et donc, je voulais vous montrer un de ces 4 restes humains qui a été identifié avec Zooms, qui, je pense, a des traces de boucherie, des traces de découpe notamment. Donc, on aurait effectivement bien un traitement de boucherie sur ces humains à Tourtoirac. Mais ce qui est aussi intéressant dans le fait que cette fois, c'est un site qui est en cours de fouille, c'est que l'identification de ces fragments avec Zooms va ensuite aider les équipes de fouille et les paléoanthropologues à peut-être reconnaître un peu plus facilement ce type de fragments dès le moment de la fouille et donc d'avoir des données précises sur le contexte de découverte de ces fragments. Voilà, maintenant, donc pour discuter l'ensemble de ces résultats de façon un peu plus générale, le point central de ce travail pour discuter du cannibalisme, c'était vraiment cette notion de similarité de traitement qu'on utilise pour définir en fait le cannibalisme dans ces sites paléolithiques. On voit qu'avec ces nouveaux résultats, on retrouve de nouveau des traces de boucherie sur ces restes humains. Donc il semble bien qu'on a un traitement de boucherie. En revanche, quand on parle de similarité, il ne faut pas oublier, et ce travail vient le souligner, qu'on a quand même une certaine forme de variabilité. On a une variabilité de proportion du nombre de modifications qu'on retrouve entre les taxons dominants, donc le cerf ou le renne, et les humains. Et on a aussi une variabilité dans leur distribution sur l'ensemble du squelette. Donc ça ne remet pas en cause la similarité de traitement, mais ça montre que malgré tout, on n'a peut-être pas quelque chose de tout à fait identique qui se passe pour les humains et pour les herbivores, les cervidés. Donc cette variation, elle peut être due à des adaptations liées au fait de faire un travail de boucherie sur un cerf plutôt qu'un humain, par exemple. Mais peut-être que c'est aussi des choix liés à l'anatomie des différents taxons, ou peut-être un biais méthodologique, mais dans ce cas, on voit l'intérêt justement d'avoir différentes méthodes qui nous permettent d'avoir une vision d'ensemble plus complète sur la compréhension de ces assemblages. Et enfin, je voulais souligner que je vous présente ici 3 sites avec une même problématique, mais qu'il s'agit de 3 occupations bien différentes, donc qui induit aussi une certaine forme de variabilité. À l'abri moula, on est sur une occupation plus ancienne, autour de 100 000 ans. On est dans un climat tempéré, forestier, et la fonction du site, a priori, il aurait plutôt servi de halte de chasse. Tandis qu'au Pradel, on est bien plus récemment, autour de 55 000 ans, il fait froid, et le site est vraiment un site de boucherie, donc les animaux ont été chassés ailleurs, et ce sont les parties les plus nutritives qui ont été ramenées sur le site de boucherie. Donc on est dans des contextes bien différents, et pourtant on retrouve quand même donc, ces restes humains cannibalisés, ce qui montre qu'on a une variabilité dans les sites, mais on a aussi une variabilité entre les différents sites. Et pour Tourtoirac, comme c'est encore en cours de fouilles et d'études, pour le moment, pas plus d'informations. Donc pour conclure, ce travail a permis en tout l'identification de 57 nouveaux restes néandertaliens. La plupart viennent de l'abri moula, mais on voit que dans tous ces sites où il y a eu du cannibalisme, dans ces esquilles osseuses, principalement de faune, on retrouve quand même des fragments humains, d'où l'intérêt d'avoir cette approche paléoprotéomique. Que l'analyse taphonomique a permis une nouvelle étude des traces de boucherie et de la comparaison entre les restes de faune et humains. Et pour l'abri moula et les pradels, ce nouveau type d'approche multidisciplinaire permet réellement de retourner étudier des collections qui, malheureusement, parce qu'elles ne pouvaient pas être identifiées, n'ont pas pu être incluses dans la compréhension vraiment du site. Donc ça permet d'avoir de nouvelles informations sur ces collections et sur l'occupation générale dans le site. Et rapidement, je voulais, avant de conclure, vous informer s'il y a des gens intéressés dans la salle, notamment des étudiants qui ont des projets de recherche pour combiner l'archéozoologie et la paléoprotéomique. On organise une foire aux questions en ligne
avec un panel qui sera ravi de répondre à toutes vos questions. Donc si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez nous contacter à ce mail ou me contacter directement. Et pour tous les professeurs, chercheurs dans la pièce, vous pouvez aussi diffuser ça auprès de vos étudiants, ce serait sympa. Merci beaucoup.